Les historiens des grands médias vous diront que la pyramide de Gizeh était une tombe magnifiquement décorée pour les pharaons égyptiens, le seul monument restant des 7 merveilles du monde. Cette structure a été créée avec une précision mathématique impeccable et constitue un exploit unique et mystérieux de construction et d'ingénierie. Il n'y a qu'un seul problème. La Grande Pyramide ne possède aucune des caractéristiques des tombes, et notamment des objets extravagants, des murs ornés, des œuvres d'art, des entrées scellées, des cercueils élaborés, voire des momies elles-mêmes. En revanche, elle a été élaborée par des matériaux uniques, les mêmes que ceux utilisés aujourd'hui pour la conductivité électrique. Ces faits conduisent de plus en plus d'historiens à penser que les pyramides avaient peut-être un but bien plus judicieux. La pyramide de Gizeh n'était pas du tout un tombeau, mais une centrale électrique, produisant et transmettant de l'électricité à la civilisation qui l'entourait. Impossible, vous me direz? Pour commencer, il est important de comprendre les efforts considérables qui ont été déployés pour créer ces monuments. Les pyramides de Gizeh font partie de pas moins de 118 de ces structures rien qu'en Égypte, et cela n'inclut même pas les pyramides situées dans d'autres parties du monde. Compte tenu de notre compréhension actuelle de la façon dont les premières civilisations ont élaboré leurs monuments, il aurait fallu, soi-disant, pas moins de 20 ans pour élaborer ces tombes, pas moins de 20 000 ouvriers travaillant chaque jour. À ce jour, les historiens ne peuvent toujours pas prouver exactement comment et quand elles ont été élaborées. Cela nous amène à nous demander quel lieu de repos pour les morts pourrait être si important qu'il justifierait de tels efforts, tout ce temps et une ingénierie aussi phénoménaux, tout en sachant qu'ils n'ont rien en commun avec les tombes ordinaires découvertes. Il suffit de se tenir devant elles pour comprendre que c'est beaucoup de travail pour un cadavre. Naturellement, nous tirons des conclusions en partant du principe que les civilisations anciennes étaient plus primitives que nous. Mais que penser si l'évolution intellectuelle n'était pas toujours linéaire? Une technologie avancée peut-elle être perdue et redécouverte des siècles plus tard? Est-il possible qu'une culture ancienne ait connu et utilisé l'énergie électrique? Pour en avoir le cœur net, examinons un autre cas où la technologie de production d'énergie semble avoir été utilisée puis oubliée. Nous savons qu'Edison et Tesla ont généralisé l'usage de l'électricité au début du XXe siècle. Pourtant, en Irak, en 1934, 3 artefacts ont été trouvés ensemble: un pot en céramique, un tube de cuivre et une tige de fer qui, lorsqu'ils sont combinés avec un acide liquide, peuvent être utilisés pour créer des réactions chimiques qui produisent une charge électrique. Connus sous le nom de batterie de Bagdad ou pile de Bagdad, ces matériaux remontent à 2000 ans. 10 ans après leur découverte, une personne utilisant du jus de raisin avec des matériaux similaires a réussi à générer quelques volts d'électricité. Ce processus a depuis été démontré dans l'émission Mythbuster de Discovery Channel, où le jus de citron a activé la réaction électrochimique entre le cuivre et le fer, produisant 4 volts d'électricité. Aujourd'hui, il suffit de faire une recherche en ligne pour trouver des instructions sur la façon de créer sa propre batterie en utilisant ces principes chimiques. Mais les historiens ont longtemps supposé qu'il y a des milliers d'années, cette technologie n'était pas connue et que cette découverte archéologique n'était qu'une simple coïncidence, même si nous nous émerveillons depuis longtemps devant des artefacts aux dorures complexes qui nécessitent la création d'électricité. Tout simplement, la production d'énergie résulte de propriétés chimiques simples et peut être réalisée par n'importe qui avec 4 matériaux de base. Voici donc quelques faits importants concernant la structure et les matériaux de la pyramide. Tout d'abord, elle contient des tunnels inclinés qui mènent non seulement à l'intérieur de la pyramide, mais aussi dans les profondeurs du sous-sol vers des zones prétendument encore inexplorées. Quelle tombe a besoin d'un puits dirigé vers la terre? Nous savons également qu'il y a des siècles, il y avait d'énormes portes pivotantes qui pesaient pas moins de 20 tonnes,
Mais miraculeusement, elles étaient si bien conçues qu'on pouvait les déplacer pour y entrer d'une simple pression de la main. Puisqu'aucune tombe égyptienne ne s'est jamais avérée être délibérément accessible, quel était leur intérêt à laisser la visite des momies? Ou bien une telle porte aurait-elle pu servir à confiner et à isoler l'espace intérieur? Bien qu'on ne puisse presque jamais le soupçonner, les grandes pyramides de Gizeh étaient autrefois recouvertes de pierres calcaires blanches et polies, appelées pierres de revêtement. Les entailles pratiquées dans cette pierre réfléchissante étaient parfaitement inclinées pour lui donner un aspect lisse et plat. Ainsi, les structures géantes reflétaient la lumière du soleil comme un miroir. Elle aurait également permis une isolation parfaite à l'intérieur de la structure. Un grand tremblement de terre en 1303 a détruit les pierres de revêtement qui ont été retirées pour être utilisées sur d'autres structures. Aujourd'hui, il ne reste que le noyau interne de la pyramide. L'image de l'incroyable quantité de lumière qui devait se refléter sur le monument soulève la curiosité, tout comme la raison de l'isolation. Y avait-il un désir d'attirer l'attention sur leur mort, de garder les momies au chaud ou au frais, ou quelque chose d'autre plutôt? Puis, le matériau, la dolomite, a été utilisé sur les surfaces intérieures. La dolomite est connue pour augmenter la conductivité électrique en fonction de la pression qu'elle subit. Une pression élevée crée plus de courant électrique. Ensuite, les passages et les tunnels souterrains des pyramides sont tapissés de granit, qui est légèrement radioactif. Le granit contient de grandes quantités de cristal de quartz avec du métal et c'est un conducteur bien connu de la piézoélectricité. La piézoélectricité se produit à la suite d'une contrainte ou d'une pression sur le quartz, comme le démontrent les montres bracelets, qui peuvent être rechargées simplement en les secouant rapidement. Ce granit ionise en fait l'air à l'intérieur de la pyramide, créant une réaction chimique qui augmente à nouveau la conductivité de l'électricité. Lorsque ces électrons ont la possibilité de contourner des sections de roche via un fil métallique, des courants assez importants peuvent circuler. Un autre matériau important utilisé pour leur construction est le mortier, 1 demi-million de tonnes, qui maintient les pierres géantes en place. Bien qu'il ait été analysé à de nombreuses reprises, la technologie moderne n'a pas encore réussi à recréer exactement ce gypse qui provient de sédiments. Ce gypse peut résister à une pression énorme et, étonnamment, il est même plus solide que les pierres elles-mêmes. Il est évident qu'il a contribué à maintenir le monument intact pendant des milliers d'années, mais il pourrait y avoir une autre raison pour laquelle ils ont utilisé un matériau capable de résister à une pression aussi élevée. Ainsi, le quartz, le calcaire, la dolomite, le granit, censés être construits pour un tombeau, sont en fait analogues aux matériaux exacts que nous utilisons pour fabriquer les conductions électriques. Ils partagent exactement une relation avec la pression qui augmente leur électroconductivité. Juste au nord-ouest de la Grande Pyramide se trouve le Sérapéum. Ici, il y a 20 énormes boîtes de granit, chacune pesant 100 tonnes. Les égyptologues classiques disent que ce sont des cercueils. Pourtant, le granit provient de 800 km de distance et chaque boîte est si grande et si lourde qu'il est impossible qu'elle puisse passer par les tunnels et les entrées existants. Ces supposés sarcophages ont donc été élaborés dans la structure avec une très grande précision. Ils sont à moins d'un 10 de pouce d'être parfaitement plats. En attendant, n'importe quel ingénieur électricien vous expliquera qu'un récipient servant de condenseur d'énergie ou de batterie doit être entièrement constitué de la